merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'INSEM qui est consacrée au jardinage. On aspire tous à cultiver notre jardin, mais certains ont envie de se lancer dans le potager. Alors vous rêvez de cultiver et de déguster vos propres légumes, mais vous ne savez pas par où commencer. Donc on vous livre quelques précieux conseils et astuces pour bien démarrer. Quoi planter, comment entretenir et surtout comment se débarrasser des nuisibles. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez évidemment nous appeler en direct au 0800 3 x 0900 ou nous écrire sur Facebook Lisa vous veillez. Exactement, il y a un pote prévu à cet effet avec un formidable jardin militaire, comme le dit Sébastien, où vous pouvez poser vos questions, on y répondra en direct. Alors l'expert, c'est Sébastien Bonnard. Dit bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes maraîcher bio, alors du côté de Tavers. Vous êtes également notre expert potager et jardinage. Qu'est-ce qu'on peut planter à cette période de l'année ? Ben là, on plante tout. En fait, tous les légumes d'été vont se planter maintenant, mais on ne va pas semer des graines, on va planter des plants, des graines si qui on ont veut été les semées. manger. Voilà. Si on veut pouvoir les manger à temps. Donc, c'est vraiment la période, le mois de mai, où on plante les tomates, les courgettes, les courges, les concombres. C'est maintenant qu'il faut les mettre en terre, mettre les plants en terre. Maintenant pour que... allez, pour commencer à en avoir juillet. mois de juillet. Alors, dans certaines zones plus chaudes, moi je suis un petit peu plus frais, mais en plaine, ils ont déjà planté les tomates et certains commencent déjà à voir les fruits formés. C'est déjà pas mal. Alors, les plantes aromatiques aussi ? Plantes aromatiques, en fait, tout. On peut semer du radis, on peut semer du navet, si on veut avoir du navet même cet été. On repique encore des oignons. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut planter maintenant. Donc ça ne craint pas. Comment on choisit ? Est-ce qu'on va choisir plutôt des plants greffés, pas greffés ? D'ailleurs, quelle différence ? Alors, on parle beaucoup de ça pour les tomates. Nous, ce qu'on apprend en tant que professionnel, c'est que le principal rôle du plant greffé, c'est lutter contre certaines maladies du sol. Le porte-greffe est résistant à certaines maladies et c'est principalement utilisé pour ça. Alors peut-être que derrière, commercialement, ils sont censés être un peu plus vigoureux. Moi, c'est pas trop mon truc. Comme je travaille beaucoup avec des variétés anciennes, donc on n'en trouve pas en plant greffé, donc je cultive mes variétés anciennes. D'accord, donc pas forcément votre préférence pour les plants greffés. Et si on préfère semer, est-ce qu'on, petite astuce, on va garder les graines de ces légumes ? Alors c'est presque un métier à part autre que le jardinage, les graines. Il y a une technique pour chaque plante, il y a un moment pour chaque plante. On peut avoir de l'hybridation, des croisements qui vont se faire. D'ailleurs, ça peut être intéressant. Pour certaines plantes, c'est facile. Pour d'autres, c'est un peu fastidieux. On peut se lancer à le faire avec la tomate. Ce qu'il faut, c'est toujours choisir un fruit très mûr. La plante, c'est une petite astuce. Voilà. Pour quel que soit le fruit, il faut attendre la fin, au moment où la plante presque va mourir, les derniers fruits, et pas ramasser le fruit, attendre qu'il soit vraiment mou, par exemple pour les tomates. Les aubergines elles vont changer de couleur, les concombres deviennent mous, la graine est finie de former, à ce moment-là on peut la récolter. Donc comment on fait ces semis alors pour récolter ces graines, voilà, ça dépend. Sur les courgettes, on va laisser la courgette grossir, ça va faire comme une grosse courge, on va avoir ces graines dedans. Facilement, on va sortir plusieurs centaines de graines. Les concombres, c'est pareil, on va sortir énormément de graines sur un seul concombre, donc c'est assez facile. La tomate, il y a des techniques, alors les mettre dans de l'eau, pas dans de l'eau, les laisser moisir un petit peu dans une assiette. Après, ça se nettoie, ça se sèche. En tout cas, toujours les avoir sèches à la fin. Les sécher, parce que sinon, s'il y a de l'humidité, elles vont pourrir. Et on les conserve au sec et au frais. D'accord. Les graines hybrides, attention, est-ce que ça va pousser ou pas ? Alors, les variétés qu'on trouve qui ont la dénomination hybride, elles vont pousser, mais la deuxième génération va perdre les caractéristiques pour lesquelles on l'a achetée. Par exemple, si elle est résistante aux maladies ou si elle est très productive, en général, ça va dégénérer et on va perdre ses caractéristiques. Donc, moi, encore une fois, je préfère travailler avec des variétés anciennes dans tous les cas. Donc, je trouve plus l'utilité de bien choisir. Lisa, une réaction ? Ouais, en termes d'architecture de jardin, est-ce qu'on peut mettre tout à côté, tout se marie, ou il y a des variétés respectées à côté d'autres ? Ça va dépendre. Déjà, le côté logique, une plante qui est vraiment très volumineuse, on va pas mettre deux plantes volumineuses ensemble, elles vont se gêner. Donc il y a l'espace qu'elle prend, l'espace au sol et l'espace en hauteur, ou l'espace racinaire, quand on le connaît. Donc on va d'abord gérer ça. Si on a des plantes de fraises, par exemple, et qu'on leur met un pied de tomate, la tomate elle va envahir l'espace, le plant de fraise va se sentir un peu à l'étroit. Donc, mais on peut mettre des poireaux entre les fraises, parce que le poireau il va faire son petit fût droit, dressé, il va pas gêner la fraise. Et en termes de tuteur ? Alors, on peut laisser obligatoire. C'est pas obligatoire. On peut laisser les tomates, par exemple, courir au sol. Alors, on peut, par exemple, mettre des cagettes pour qu'elles courent dessus, qu'elles soient pas directement avec le sol. On va limiter les maladies. Mais ça se fait. Ça va dépendre des variétés. Il y a des variétés plus résistantes. Ça dépend de l'humidité du sol. Ça dépend en amont comment on a mené son jardin aussi. D'accord. C'est toujours une approche globale le jardin. C'est ce qu'on va faire dès l'automne.
Puisque vous parlez d'agencement, est-ce que l'idée de faire des carrés, ça peut être pratique pour organiser? C'est bien son parce que jardin? voilà, on peut s'organiser plus facilement sur une zone qu'on va maîtriser. Un carré, c'est une zone qui est définie. On va plus facilement réfléchir à ce qu'on va faire dedans et on va pouvoir y revenir tous les ans, organiser ses rotations. Donc moi je dis pourquoi pas. En plus, si le jardin est plus joli esthétiquement, on va prendre plus de plaisir à y Il y a être. une distance entre les plants? Entre ça c'est toujours pareil, ça dépend. Une courgette, par exemple, qui est très volumineuse, qui va prendre beaucoup d'espace, dans son carré, si on a un carré d'1 m sur 1, elle va vite occuper tout l'espace. On va pas pouvoir mettre grand-chose entre. On peut mettre, par exemple, du maïs qui va monter entre, mais pas une tomate qui va être gênée par la courgette. Alors là, on est toujours sur les carrés. Il existe des petits carrés en bois. Est-ce que c'est uniquement ornemental ou est-ce que ça a une véritable utilité? On gère mieux l'enherbement puisqu'on on se sépare un petit peu de la zone du sol, de son chemin. On va mieux gérer ce qu'on va planter dans un espace défini. Alors là, on voit c'est hors sol. Hors sol, moi je suis Vous pas êtes trop moins pour. fan. Voilà, parce qu'on artificialise le milieu. Un milieu artificiel, c'est toujours moins intéressant que la terre, parce qu'il y a quand même un lien entre la plante et le sol. On a une quantité de terre limitée. Sur un thym, c'est des plantes résistantes à la sécheresse, donc qui vont raciner profond. Oui, aucune utilité. Aucune utilité pour. Lise a une réaction. Oui, faut-il arroser les tomates tous les jours? Non, surtout pas. Moi, j'ai fait des expériences où je suis à un arrosage toutes les 3 semaines. En tout cas, on peut se limiter à une fois par semaine. Toutes les 3 semaines. Ah ouais. Mais ça va dépendre, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on a fait en amont par rapport à son sol? Est-ce qu'on a fait en sorte que la plante puisse raciner profond, s'enraciner profondément? Le sol en surface, il sèche vite. Si on paille, il va sécher moins vite, donc la plante, elle aura de l'humidité qui va rester. Si on a fait en sorte que les racines descendent profond, la plante, elle aura sa capacité à puiser l'eau en profondeur. D'accord. Donc astuce, paillage. Paillage, déjà, c'est très bien, ça permet de réduire énormément les arrosages. Alors qu'est-ce qu'on utilise exactement? On peut utiliser du foin, de la paille, des feuilles d'arbres. Des arbres à feuilles caduques, c'est bien parce que ça va se décomposer vite, en plus nourrir le sol. Oui, vous préférez mais ça aux grosse écorces. épaisseur, voilà. Et puis ça, on va gérer l'enherbement aussi un petit peu comme ça. Les écorces, ça se décompose plus doucement, donc peut-être plus intéressant dans les allées. Donc moins fan de l'écorce. Sébastien, l'engrais, est-ce que c'est indispensable? Non, c'est pas indispensable et c'est même recommandé de ne pas en mettre. En tout cas, sur les courants d'agriculture sur lesquels je suis moi, l'agroécologie ou ce qu'on va appeler la permaculture, on va plutôt parler de la fertilité du sol. Pas fertiliser la plante, pas nourrir la plante, faire en sorte que la plante elle pousse dans un sol qui est déjà fertile. Donc on prend le problème à l'envers. On prend le problème à l'envers et donc c'est une gestion en amont, une gestion globale de son sol. Donc du coup, si je vous demande quel type de plante pour quel type de terre, c'est une approche si globale. on a un sol qui est fertile, il y a tout qui va pousser dedans assez facilement. Donc ça se prévoit sur le long terme. Et du coup, on a moins de travail sur une période très courte au printemps. On va gérer son jardin sur toute l'année. Et par des petits apports, pas des petites tâches, on va le diriger comme ça. Comme quoi, par exemple? Le paillage, déjà. Le paillage en amont, le paillage, il va se faire à l'automne. On va définir la zone qu'on va planter. On va dire, là, je vais planter mes tomates. On sait qu'on va planter là, on marchera plus sur cette zone-là. On met son paillage et après, on n'a plus qu'à décompacter le sol légèrement. On n'a plus à le travailler. Et ça a plein d'utilités finalement le paillage. Ça a plein d'utilités, on va nourrir le sol comme ça. Les écosystèmes sauvages, ils fonctionnent comme ça, ils se nourrissent seuls. La plante, elle se dégrade et elle nourrit le sol. Et les générations de plantes qui arrivent derrière, elles trouvent à manger dans ce qui s'est dégradé. Alors on rappelle, on est avec vous pour avoir des astuces pour j'allais dire les jardiniers amateurs qui ont envie de se lancer dans le potager. Petite astuce, l'association de plantes. Exemple, les tomates et les œillets d'Inde. Alors, il y a certaines associations qui sont réputées, par exemple le Yes, et on dit qu'elle sécrète une substance qui va attaquer certains parasites du sol, les nématodes, c'est des petits vers. C'est pas vraiment avéré. Moi, j'ai rien contre parce que de toute façon, c'est beau. Alors déjà, quand on peut mettre de l'ornemental partout, il n'y a pas de raison que le jardin soit juste productif, que ce soit juste un jardin potager. S'il y a des plantes ornementales qui peuvent s'intégrer, c'est toujours plus une question d'espace au sol. Le Yes, c'est très petit, ça prend pas de place, ça pousse sous la tomate, donc pourquoi pas. Alors la lavande pour l'association, peut-être oui, pas non. au milieu. Il n'y a pas beaucoup de choses qui arrivent à pousser au milieu de la lavande. Elle occupe l'espace, elle devient vite massive. Donc, alors, si on devait associer, qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Moi, je mettrais des légumes au milieu d'autres légumes, surtout. Et après, les capucines, Quelle vertu? ça se mange. Oui, ça se mange. En salade, c'est très bon. Donc uniquement et après, il y a des plantes qui sont... plus on a d'odeur, plus on a de fleurs, plus on va augmenter la biodiversité, plus on va attirer d'insectes, mieux c'est. D'accord. Alors, on les va attirer autres... les mauvais insectes parfois. Hein. Si on attire beaucoup d'insectes, on a plus de chances d'attirer un insecte auxiliaire qui va gérer ceux qu'on considère comme mauvais. D'accord. Parce que
dans la gamme aussi, dans les catégories plantes insectifuges, l'exemple de la tanésie. Alors la tanésie, j'en ai planté moi. Elle a une forte odeur. On dit aussi qu'on peut faire des préparations de plantes avec, qui vont être insectifuges. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est très invasive. Même sur les passages de roues, elle arrive à repousser. Elle fait des racines, elle trace. Donc après, il faut être capable de la gérer derrière, avant d'envahir le jardin. Fausse bonne idée? Si on a un espace où on va arriver à la contenir, donc peut-être dans un bac où il y aura que ça, par exemple, dans un palissé entre des planches où il y aura qu'elle, ou d'autres plantes aussi massives où elle va arriver à s'insérer. Mais c'est toujours pareil, elle fait des fleurs, elle attire des abeilles, là on le voit. Donc plus on peut attirer d'abeilles, plus on peut attirer de pollinisateurs, mieux c'est pour le jardin aussi. Alors l'idée de ces plantes-là, c'est évidemment d'éloigner les nuisibles. Prenons l'exemple des limaces. Comment est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Les limaces, c'est compliqué parce que si on va attaquer un jardin dans une optique d'être en permaculture, de nourrir son sol, de suite elles vont venir coloniser. Elles ont à manger, elles ont le paillage, c'est frais, c'est humide, elles vont pulluler. Mais il y a toujours un animal ou un insecte qui va venir les réguler derrière. Ça peut prendre du temps. On sait par exemple que les hérissons dévorent les limaces, donc si on aménage un abri pour les hérissons pour qu'ils restent, qu'ils se sentent bien, ils vont sortir la nuit et venir manger les limaces. Si on a un chien ou un chat, ils vont peut-être se battre avec le hérisson. Ça se gère. Il y en a qui implantent des canards coureurs indiens parce qu'ils mangent les limaces. Il y a des petits scarabées aussi, des coléoptères qui vont venir réguler les limaces. Mais c'est pas des choses qui vont s'installer rapidement. Après, il y a ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait pas du jour au lendemain. J'ai une question. Mettre des poules en liberté comme ça, est-ce que c'est bien pour Alors les poules, elles vont se mettre à gratter, peut-être des fois à déterrer les plantes, à abîmer les plantes. Donc c'est toujours pareil. Combien de temps on les laisse? Est-ce qu'on arrive à les sortir après? Donc fausse bonne idée la poule. En revanche, des solutions qui sont efficaces, la cendre, la bière, le sel, qu'est-ce que vous en pensez? Alors la bière c'est efficace, mais ça les attire aussi les limaces, c'est-à-dire qu'elles vont traverser tout le jardin pour arriver à la bière qu'elles vont adorer boire. Donc en chemin elles vont manger tout ce qu'il y a. Donc fausse bonne idée. Et puis ça va aussi attirer justement ces fameux carabes qui vont venir aussi se noyer dans la bière. La cendre? La cendre, ça va agir un certain moment. Alors ça peut être intéressant en faible quantité. Moi je trouve que là qu'il y en aurait trop. Et puis alors il faut enlever le charbon. Donc là c'est mal fait. On la tamise et on peut en mettre un petit peu en amont dans le jardin, ça va venir peut-être un petit peu réguler le pH et apporter de la potasse. C'est un fertilisant léger, mais c'est pareil, une fois de temps en temps, très faible quantité, et faut pas penser qu'on va mettre des couches de cendre pour réguler les limaces, ça marchera pas. D'accord, alors merci Sébastien pour tous vos conseils. Allez, un dernier mot, les coccinelles sont nos amis? Tous les insectes en fait. Il y a beaucoup d'insectes auxiliaires, pas que il y a des insectes, les chrysopes. Il y a tout un tas d'insectes. Plus on va faire en sorte qu'il y ait de fleurs, de plantes, d'abris, de pierres, de bois, plus il va y avoir d'insectes, plus on va trouver des solutions qui vont se réguler seules. D'accord, merci beaucoup pour tous vos conseils. Merci Lisa de m'avoir accompagnée. Demain, à votre place, on va parler d'un tout autre sujet. On va poursuivre avec les tutos de Véro, c'est notre experte maquillage. Elle va nous expliquer comment avoir des yeux de chat, qu'on ait les yeux ronds, qu'on ait des yeux petits. Bref, plein de solutions pour agrandir son regard. N'oubliez pas ce soir votre rendez-vous avec Philippe Martinette pour Pendant le 20h. Moi d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain. Ciao.